un big set sur Marvel, Capcom Demon Hunter et même Tintin. Et oui, en ce moment les rumeurs vont bon train et j'avais envie de revenir sur une nouvelle vidéo où on va essayer d'imaginer à quoi pourraient ressembler ces sets. C'est Mr Brick, c'est parti. Alors, salut à tous, c'est Mr Brick, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va du coup être une partie 3 qui n'était pas prévue. Sur un petit peu, on va revenir sur les rumeurs et bien sûr les extrapolations et les théories. Pas piqué des hannetons, on va imaginer à quoi pourraient ressembler les futurs sets Lego. Parce que oui, il y a encore eu beaucoup, on va dire, de discussions, de rumeurs. Et d'ailleurs, même s'ils ont tous été sortis, vous pouvez retrouver mes deux précédentes parties où je parle de beaucoup de rumeurs qui se sont révélées être vraies, avec parfois des designs qui étaient un peu mieux, on va dire, avec l'IA plutôt que ce que nous a fait Lego, on va pas se mentir, mais aussi le fameux Minas Tirith qui n'a toujours pas été annoncé. Et là, aujourd'hui, on va se parler de beaucoup de sujets, on va essayer d'être rapide et efficace. Encore une fois, le concept est simple, on va se parler évidemment des thématiques qui sont sorties soit officiellement par Lego, mais dont on ne sait rien encore, ou alors des rumeurs très persistantes, ou des trucs un peu plus logiques, type évidemment un nouvel UCS Star Wars, il y en a un chaque année, donc c'est sûr qu'il y en aura un nouveau, ou alors à quoi peuvent ressembler les sets du film Avengers Doomsday qui va sortir côté Lego Marvel. C'est sûr, ils vont pas rater ce coche. En espérant, on croise les doigts, que le temps que je fasse la vidéo, Lego n'annonce pas tout d'un coup où je me retrouve bec dans l'eau avec cette vidéo. En tout cas, si jamais il y a des annonces parmi ceux que je cite officiels avec des vrais visuels, genre un jour ou 2 jours max avant la publication de cette vidéo, m'en veuillez pas, faites comme si vous avez rien vu, mais je ne remonterai pas la vidéo quand même. Je crois juste les doigts du coup que tout passe nickel. Oui, parce qu'on va pas se mentir, même si je les montrerai pas dans cette vidéo, on sait qu'il commence à avoir des visuels officiels qui fuitent, et en général, quand c'est comme ça veut dire que Lego est sur le point dans les quelques semaines de faire l'annonce. On va compartimenter cette vidéo en 3 parties cette fois-ci, pas par licence, mais par plutôt les types de théories en tier A, B, C. Tier A, vraiment les infos officielles, ce qu'on sait qui va arriver, mais qu'on n'a pas encore les designs. Tier B, on va dire les rumeurs très solides, soit par logique ou soit parce qu'il y a des trucs très persistants. Et tier C, alors là, pas vraiment d'infos, on se lâche, on théorise à fond et on imagine ensemble à quoi tout cela pourrait ressembler. Si vous me suivez, vous l'avez compris comment je fonctionne, ici, il n'y aura pas de leak officiel, je ne partage pas les quelques rares, on va dire, visuels de boîte ou de trucs déjà existants, c'est pas mon but. Un, déjà pour pas faire strike la chaîne, faut pas déconner. Et de deux, parce que du coup, le but c'est d'imaginer à quoi ça pourra ressembler. Donc le but c'est que je me sers d'outils intelligence artificielle pour plutôt essayer, en créant différents prompts, on va dire, à quoi pourraient ressembler les sets et à les imaginer ensemble. Donc les images d'illustration que vous allez voir ont tous été générées par intelligence artificielle pour un peu donner une idée de perspective de à quoi pourra ressembler. Évidemment, c'est l'intelligence artificielle, donc ça donne un rendu des fois un peu parfait sur certains sets, donc aussi pas trop d'excitation là-dessus. On sait qu'en général, dans la réalité, les sets Lego sont légèrement différents. L'exemple de Winnie, par exemple, est un très bon exemple. Mais allez, sans plus attendre, on commence tout de suite parce qu'il y a du lourd. Les licences officielles. Alors, avant de plonger dans les rumeurs et dans les « on raconte que », il faut poser une base solide, parce qu'en 2026, tout ne se vaut pas. Il y a les bruits de couloir, il y a les annonces où Lego a déjà appuyé sur le bouton Go. Ici donc, comme je le dis, on est sur du concret, du validé, du lancé. Et c'est justement ce qui rend ces deux objets passionnants, parce qu'ils ne racontent pas que des sets, ils racontent une stratégie derrière. On commence par la surprise qui a été annoncée il y a quelques semaines à peine à côté Lego, c'est la surprise la plus culture pop de 2026. Évidemment, je parle de Capcom Demon Hunter. C'est un partenariat annoncé avec Netflix, avec un premier set prévu pour l'été 2026, puis d'autres produits en 2027. Faudra donc s'armer de patience. Ça, c'est le fait. Et rien que cette phrase contient un détail qui change tout, c'est-à-dire les autres produits. Lego ne parle pas comme ça quand il s'agit d'un test timidement posé sur une étagère. Quand Lego annonce dès le départ une suite, ça ressemble à un plan de déploiement, une installation dans le temps, une licence pensée comme un couloir, pas comme une porte qui s'ouvre et se referme. En même temps, Netflix a aussi teasé des suites à Capcom Demon Hunter, vu l'engouement et le carton mondial que ça a eu, donc ça m'étonne pas que les deux marques misent à fond sur cette licence. À partir de là, on peut déjà déduire plusieurs choses en se basant sur la manière dont Lego travaille, ses grosses collaborations. D'abord, l'objectif n'est pas uniquement de séduire les fans Lego ici, c'est aussi d'aller chercher un public qui collectionne déjà, mais ailleurs. Et l'univers de la K-pop, c'est exactement ça, une culture du collectible, des éditions, des versions, des communautés ultra actives, des codes visuels immédiatement identifiables et une capacité à transformer un objet en symbole social. Lego adore ces mécaniques parce que ce sont des mécaniques d'adhésion et pas juste d'achat. Ensuite, ce genre de partenariat avec Netflix, ça a double enjeu. Un
set qui attire l'œil et un univers qui peut s'étendre. Un premier produit qui pose le cadre, on va dire, le drapeau, puis une suite qui capitalise sur l'élan. L'annonce 2026 puis 2027 suggère quelque chose de très lisible. Un set d'introduction qui définit l'identité, puis une seconde vague qui peut enrichir, compléter, élargir les personnages ou les lieux. Et maintenant, du coup, la bonne question, si vous suivez la tête de cette vidéo, à quoi ça pourrait ressembler concrètement si Lego veut maximiser l'impact? Le scénario le plus probable, c'est un set pensé pour le visuel, avec une lecture immédiate sur la boîte, un décor fort, très graphique, qui tient en une seconde. Une scène, un lieu central, une composition type Kiwi, Postart, qui fonctionne aussi en photo Instagram en gros. Lego sait que cette audience vit beaucoup par l'image, le partage, le fan content. Un set diorama type scène a cet avantage. Même sans connaître la licence, tu comprends l'ambiance et en plus, ça se prête parfaitement aux détails, accessoires, clins d'œil, éléments cachés, tout ce qui rend une construction racontable et donc commentable. Il existe aussi une autre prise très cohérente avec les habitudes Lego sur les nouveaux univers, le set QG, un lieu pivot qui sert de base narrative. C'est un format parfait pour installer une franchise. Tu poses l'endroit, tu poses l'identité et tu laisses la place à la suite. Et si Lego prévoit déjà 2027, un QG ou un lieu central devient une rampe de lancement logique pour les sets suivants. Enfin, la troisième lecture, un peu plus stratégie produit, l'idée d'un set qui ne se contente pas de raconter un univers mais qui invite à collectionner, pas forcément par du hasard ou des pochettes, mais par une approche premier set, premier personnage, première esthétique. Et ensuite, la suite vient compléter la galerie. Là aussi, l'annonce d'une continuité en 2027 colle parfaitement. Ce qui est certain, c'est que Lego vise un produit qui vit en dehors de la construction, un objet qui s'expose, qui se photographie, qui circule, un set qui devient un signal de goût et d'apparence, pas uniquement un moment de montage. Et c'est justement ce contraste qui rend la transition parfaite parce que après Netflix, on change complètement de porte d'entrée, on passe dans l'autre machine à transformer la passion et en produit officiel Lego Ideas. Alors oui, juste avant, ça m'étonnerait pas aussi qu'ils fassent des briquettes sur Cap of Demon Hunter, vu qu'ils font des briquettes sur à peu près tout et les grosses licences. Perso, je ne supporte pas les briquettes, donc j'en parlerai pas trop, j'essaierai pas d'imaginer. Mais à mon avis, comme One Piece et comme d'autres licences, c'est sûr il y aura des briquettes sur les personnages. Alors, Lego Ideas, on va se parler d'une licence très iconique. Tintin et la fusée. Là, on est sur une validation Lego Ideas. Le projet Tintin Space Rocket a été sélectionné. Donc le set est en développement, ça on le sait. Ça ne veut pas dire demain en magasin, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire copie conforme du modèle fan. Mais ça veut dire que Lego a dit oui à l'essentiel, la licence, l'objet, l'intention. Et ça c'est énorme, parce que Tintin c'est l'exact opposé de la pop culture volatile. C'est un monument, une iconographie très européenne, et surtout un symbole visuel d'une puissance rare. La fusée rouge et blanche. Même sans être fan, tu la reconnais. C'est le genre d'objet qui fonctionne comme une silhouette, comme un logo, comme une pièce de déco. Lego adore ces formes-là parce qu'elles n'ont pas besoin d'explication. Tu poses ça sur une étagère et l'histoire démarre toute seule. Alors ce qu'on peut en déduire en se basant sur la logique Ideas, c'est le positionnement. La fusée Tintin à ce stade ressemble beaucoup à un set display orienté collection. Un set qui doit être beau, stable, satisfaisant à construire et surtout clean en exposition. La version finale pourrait conserver une tour de lancement ou une base de présentation, mais souvent Lego simplifie ce qui est trop fragile ou trop encombrant pour maximiser la solidité et la lisibilité. Le point le plus sensible, celui qui va se décider si ça devient un set culte ou un set simplement élégant, c'est la partie personnage. Parce qu'un set Tintin sans Tintin, ça reste possible selon les contraintes de licence, mais ça change l'émotion. À l'inverse, le Lego réussit à inclure Tintin, Haddock, Tournesol ou même quelques éléments narratifs, et là on bascule sur quelque chose de vraiment historique pour la communauté. Une première vraie incarnation de Lego d'un univers extrêmement demandé en francophonie. Et niveau design, on peut imaginer une approche premium type Lego Ideas, de belles finitions, un travail sur les courbes, une recherche de proportions, peut-être une plaque nominative et un montage pensé pour être satisfaisant sans être répétitif. La fusée a une géométrie parfaite pour ça, une structure claire, des motifs iconiques et assez de surface pour que Lego fasse parler son savoir-faire en technique de renfort et de finition. Alors oui, dernièrement, Lego a montré que des fois, Lego partait dans des directions très éloignées du modèle d'origine de Lego Ideas, comme la loutre par exemple. Mais là pour le coup, la fusée étant assez simple et assez géométrique, il est très peu probable que Lego parte dans des directions très lointaine. Maintenant, la mini-analyse marketing, parce que c'est là que tout se relie. Ces deux projets mis côte à côte ressemblent à un message très clair. Lego ne se contente plus de suivre des licences populaires. Lego construit un portefeuille comme une plateforme. D'un côté, Netflix et Cap of Demon Hunter, c'est l'accès à une culture en mouvement très sociale, ultra communauté, avec un potentiel d'expansion multi-année. De l'autre, Tintin via Lego Ideas, c'est l'accès à une nostalgie patrimoniale, très collection, très objet qui parle à un public adulte et à des marchés où Lego veut rester
rester émotionnellement incontournable. Donc en résumé, Lego couvre les deux extrêmes du spectre, le présent qui bouge vite et les icônes qui ne bougent jamais. Et dans ces deux cas, l'objectif est le même, créer des sets qui vivent au-delà de la construction, des sets qui circulent, qui s'exposent, qui se racontent et qui se partagent. Et une fois que tu as compris ça, tout le reste de la vidéo devient limpide, parce qu'on va quitter le terrain des annonces officielles et rentrer dans celui où les numéros de sets, les prix et les pièces commencent à dessiner les prochaines vagues avant même que Lego ne les montre. Alors, à partir d'ici, c'est légèrement différent. On change d'ambiance, on quitte le territoire de communauté bien repassé et on entre dans la zone où Lego n'a rien montré, mais où les informations commencent à dessiner la silhouette des boîtes. Quand il y a des numéros de sets qui circulent, un prix et un nombre de pièces, c'est plus un simple fantasme, c'est un produit qui a déjà une place dans un planning. Donc, une grille try faire est souvent dans un fichier Retails. On est sur du solide rumeur. Ça peut encore bouger, mais ça ne sort pas de nulle part. Et je vais pas te mentir, il y a déjà des sets qui vont sentir la rupture de stock et les débats en commentaire. On va déjà commencer par un truc qui va parler immédiatement à beaucoup de gens, le Tumblr télécommandé de Batman. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire et à me dire parmi tous ces projets dans lesquels on va parler, comment toi tu imaginerais cet set. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu n'es pas du tout d'accord? Tu peux dire, d'ailleurs il n'y a pas de souci, Alexandre, tu es complètement à côté de la plaque et n'hésite pas à me dire toi comment tu imaginerais des sets de Tintin, K-pop ou toutes les autres licences dans lesquelles on va parler, ça m'intéresse. Et surtout, la cloche, c'est hyper important, le petit like et le petit boost sur la vidéo Instagram via l'application YouTube. Merci beaucoup et on continue. Les rumeurs parlent d'un set d'environ 719 pièces et d'un prix qui avoisinerait les $180, mais à prendre avec des pincettes. Rien qu'avec ces trois éléments, on peut comprendre une chose très simple. Ici, le prix n'est pas le reflet du plastique, c'est le reflet de l'électronique. Parce que 719 pièces pour ce tarif, c'est un signal connu chez Technic. Tu ne payes pas le modèle plus gros, tu payes un modèle motorisé, un système de contrôle et souvent un hub. Le set est pensé donc comme un produit d'action, pas comme un set vitrine. Ce qu'on pourrait imaginer donc, c'est qu'on est très probablement sur un Technic RC orienté Play Premium. Et le Tumblr, en plus, est un choix malin. C'est un véhicule iconique, immédiatement reconnaissable et surtout, c'est un véhicule qui accepte bien le côté massif, un peu brut, un peu mécanique. Le Tumblr n'a pas besoin d'être fin pour être crédible. Il a besoin d'avoir une présence, une agressivité visuelle et une bonne tenue de terrain. Ce qu'on peut déduire côté stratégie Lego, c'est que ce set inspire dans une tendance très claire. Lego pousse Technic vers des produits qui se vivent, pas seulement qui se construisent. Le RC est une passerelle parfaite vers un public beaucoup plus large, y compris ceux qui n'achètent pas de set pour exposer, mais pour faire plutôt tourner quelque chose. Tester, filmer, partager et même jouer. Et en 2026, Lego sait très bien que chaque set spectaculaire est aussi un contenu potentiel. Ce set-là, c'est littéralement un concept de vidéo. Accélération, maniabilité, obstacles, autonomie, solidité, bruit, contrôle, comparaison avec d'autres RC. C'est un set qui se vend aussi par la démonstration. Maintenant, comment on pourrait l'imaginer? Bah, visuellement, je m'attends au Tumblr assez compact qu'on a dans les films. Il est très peu probable que Lego parte dans une direction qui n'a rien à voir. Avec une carrosserie technique anguleuse, des panels, un look agressif et surtout une structure renforcée. Parce qu'un RC fragile, c'est le pire scénario. Lego va privilégier, je pense, la robustesse, même si ça sacrifie quelques détails. Et il y a un autre point, ça va être le poids. Si Lego met de l'électronique, il faut que l'ensemble reste maîtrisable, donc la densité de pièces risque d'être concentrée sur le châssis avec une carrosserie plus légère. Et la conclusion marketing, elle est évidente ici. Lego, il cherche pas à vendre Batman, il cherche à vendre l'idée que Technic peut être un produit high-tech, d'expérience, au même niveau qu'un drone, une voiture RC Premium, un objet tech. L'icône d'ici sert de carburant émotionnel, la motorisation sert de justification économique. Mais on va enchaîner avec Star Wars. Et là, on entre dans la partie où Lego sait faire monter la pression comme personne. Oui, on sait, Star Wars, c'est une licence qui cristallise avec des gros hauts et des gros bas, ça dépend. Entre récemment, l'étoile de la mort en tranche à 1000 balles, l'annonce des sets Star Wars avec la Smart Brick qui n'a pas du tout, on va dire, accueilli, on va dire, les fans core de Star Wars, les previews des sets du film Lego Mandalorian, eh ben on peut dire qu'il y a pour l'instant des envies et des frustrations qui naissent et qui continuent. Et là, on va parler d'un set iconique qui n'est pas revenu depuis très longtemps côté Star Wars, c'est la navette impériale. Parce que cette dernière, c'est une silhouette sacrée. Et là, les rumeurs parlent d'un set surnommé Mando Imperial Shuttle, autour de 961 pièces, qui pourrait être proposé à environ $140, toujours avec des pincettes à prendre. Avec ces infos, on peut imaginer
imaginer qu'on est sur un gabarit très intéressant. C'est 961 pièces, c'est assez pour faire quelque chose de sérieux, avec une structure, une présence, une cabine, des ailes travaillées, et 140 $, c'est le prix typique d'un set Star Wars milieu premium, celui qui doit être séduisant pour les fans sans basculer dans l'UCS. Ce qu'on peut déduire, c'est la philosophie Star Wars actuelle. Le sweet spot display jouable, Lego adore ce segment, parce qu'il touche deux cibles en même temps. Les collectionneurs qui veulent une navette qui a de la gueule sur une étagère, et les enfants ou les fans de jouabilité qui veulent pouvoir ouvrir, ranger des minifigurines, les manipuler. Quand Lego place un set autour de 140 €, il vise souvent un compromis. Assez de détails pour satisfaire l'adulte et assez de fonctions pour justifier le prix en jeu. Bon, le risque aussi, c'est que ça plaise à personne. Le terme Mando suggère une connexion à l'écosystème mandalorien et Grogu, en sachant que le film sort justement cette année, ce qui serait très cohérent. Lego aime les ponts narratifs, ça permet de vendre une navette impériale tout en gardant un ancrage actuel dans la franchise. Et surtout, ça donne un prétexte pour des minifigurines qui font envie, parce que la navette impériale, c'est aussi une excuse parfaite pour glisser des personnages premium ou des variantes. Dans le design, là aussi pareil, la navette ça reste la navette, donc difficile d'imaginer une déclinaison. Je l'imagine plutôt massive et plutôt solide que les versions fragiles du passé. Les ailes, c'est surtout le défi. Lego peut choisir de faire des ailes qui se déploient avec un mécanisme simple ou des ailes fixes pour maximiser la stabilité. À 961 pièces, je vois bien un mécanisme, mais pas un truc ultra sophistiqué, on va pas se mentir. Un système propre, fluide, fiable et un intérieur minimaliste, parce que Lego compense souvent l'intérieur par la silhouette extérieure dans ce segment. D'un point de vue marketing, ce set il coche la case icône Star Wars revisité. Avec un angle moderne, Lego recycle rarement à l'identique. Lego repack en fonction de la période, de la demande, des figurines et du moment culturel. Une navette impériale qui revient dans un contexte Mando, c'est le meilleur des deux mondes, nostalgie et actuel. Et là, on va bondir d'une licence à un autre parce qu'on va parler d'un autre truc très stratégique. Mais alors qu'il sort un peu de nulle part cette rumeur, et je suis même personnellement un peu surpris que, si c'est vrai, Lego part dans cette direction parce qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est que c'est la licence Marvel qui passe en mode objet ultra premium avec une énorme rumeur sur une revisite du héliporteur du Shield. On parle d'un set d'environ 3057 pièces et d'un prix qui pourrait avoisiner les 369 € ou dollars. C'est énorme. Et ça, c'est une déclaration parce que Marvel chez Lego a longtemps été associé à des sets d'action, des sets de petits décors. Là, on est sur un énorme ticket, un set display, un produit vitrine, un produit qui vise directement le collectionneur adulte. Ce qu'on sait, c'est que le volume de pièces est suffisant pour faire quelque chose de sérieux, avec une silhouette correcte, des détails de coque, peut-être même des turbines travaillées. Et à ce prix, Lego doit donner une impression de masse, des présences d'objets, musée. L'héliporteur, c'est parfait pour ça. C'est grand, c'est iconique et ça a une forme qui se lit immédiatement. Ce qu'on peut en déduire, c'est que Lego continue d'élargir Marvel vers leur segment 18+ display, comme ils l'ont fait sur d'autres licences. L'objectif, ce n'est pas de remplacer les sets enfants, c'est de créer un deuxième étage au-dessus. Un étage où le client n'achète pas une scène, mais un symbole. Et Marvel a besoin de ces symboles, parce que c'est ce qui fait rester la licence dans les conversations plutôt que collection. Si cette rumeur est confirmée, à quoi un héliporteur avec autant de pièces pourrait ressembler? Moi, je m'attends à un modèle plutôt long, avec une base de présentation, un style très clean et un travail sur les textures, des zones lisses, des zones criblées et surtout des turbines détaillées. Et la grande question, les minifigurines. À ce prix, Lego peut en mettre, mais Lego peut aussi choisir l'approche pure display, avec un micro détail type plaque ou un ou deux clins d'œil seulement. Ça serait un point à surveiller parce que la perception de la valeur chez Marvel dépend énormément des personnages qui sont inclus. Et d'un point de vue de marketing, quand même, la logique est limpide. Sur papier, ça c'est sûr, Marvel a besoin d'un gros objet premium pour rivaliser avec Star Wars et le segment Icons dans l'esprit des adultes. Un héliporteur à 370 € à peu près, c'est un statement. Marvel mérite une place en haut de l'étagère. Mais en vrai, connaissant le calendrier un petit peu des actus Marvel, c'est aussi un choix très étonnant. Oui, c'est un objet massif, comme je vous l'ai dit, qui est très représentatif, mais ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'actu ou de mise en valeur d'un héliporteur, depuis même Avengers 2, les films. Et donc ça date énormément. Est-ce que les gens vont se rappeler de la valeur d'un héliporteur? Est-ce que c'est vraiment un vaisseau, on va dire, iconique, comme peut l'être le Millennium Falcon ou le X-Wing côté Star Wars? Moi je me pose quand même des questions, en sachant qu'en plus arrive le film que tout le monde attend, qui est Avengers Doomsday. Je mets le film Spider-Man à part parce que c'est plutôt produit par Sony, donc on sait que Marvel, c'est plutôt des deals qu'ils font avec Sony, mais ils contrôlent peut-être pas forcément tout le merchandising. Mais moi, je m'attendais quand même à un énorme display plutôt côté Avengers Doomsday. Alors, est-ce qu'un héliporteur va être un élément central dans le film Avengers Doomsday? Et on le sait pas, et c'est pour ça qu'ils le font. Peut-être. Je suis quand même étonné parce qu'ils ont disparu depuis très longtemps dans la saga du MCU. Donc vraiment, pour moi, c'est un objet quand même qui fait appel à une nostalgie très lointaine côté film.
Mais en même temps, quel autre objet massif ils pourraient penser? Le Daily Bugle, ils l'ont déjà fait. Le Sanctum Sanctorum, ils l'ont déjà fait. La tour des Avengers, elle existe déjà. Il reste pas trop grand chose. Ils auraient pu faire la base des Avengers de Infinity War et Endgame, mais elle a été complètement détruite. Donc je vois pas trop non plus de l'intérêt de la faire à ce moment-là. Et vous voyez, ça me porte malheur parce que j'ai encore un problème de lumière. Ça commence à faire beaucoup. C'est le troisième tournage où j'ai un problème en plein live. Il va avoir un moment que je règle ce souci, je pense. Bref, vous l'avez compris, wait and see. Et puis, il y a une autre licence aussi qui sort de nulle part. Personnellement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des rumeurs et des discussions autour de cette licence avec Lego. C'est la licence Shrek. Et oui, il y a beaucoup de discussions autour de possiblement l'entrée de Shrek côté Lego. Et du coup, c'est très rigolo à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. D'abord, on parle de Shrek en CMF, prévu plutôt pour la deuxième partie de l'année. Une série de minifigurines à collectionner. C'est une armée de destruction massive parce que ça ne demande pas un achat réfléchi, ça demande une curiosité, allez, une pochette pour voir. Et Shrek, c'est l'une des licences les plus puissantes en termes de même culture. Même des gens qui ne collectionnent pas Lego vont avoir envie d'avoir une petite figurine pour un pur délire. Lego sait que les CMF, c'est un levier énorme pour créer de la conversation, du partage, des vidéos, unboxing, des checklists, des échanges. Et Shrek se prête parfaitement à ce jeu-là, parce que tu as une galerie de personnages ultra reconnaissables avec des accessoires iconiques. Je vais pas vous faire la liste de à quoi ça pourrait ressembler les minifigurines, je pense qu'ils vont faire toutes les minifigurines au possible, en tout cas je leur souhaite, entre Lan, entre Shrek, entre Fiona, etc. Donc à voir si, il y a quand même eu pas mal de films, donc à voir s'ils arrivent à caser au moins un ou deux personnages par film, mais voilà. Ensuite, il y en a un deuxième, qui serait plutôt un set qui se construit, Shrek et Donkey, environ 1403 pièces, et on parle d'un prix autour de 159 $. Là, c'est une autre ambition qui n'a rien à voir. Un set build-up figure a souvent une vocation, devenir une pièce de déco. Un objet fun, un truc qui fait sourire sur une étagère. Et Shrek, c'est exactement le genre de licence qui fonctionne en objet. Pas besoin d'un diorama compliqué, deux personnages bien sculptés, une expression réussie, et le set devient instantanément viral. Dans l'imagination du design, je vois bien une approche très personnage, avec des têtes expressives, des grosses formes, des techniques pour rendre des courbes, et probablement des petits éléments articulés. Lego adore que tu puisses changer une pose, tourner la tête, ajuster un bras, ça donne de la vie. Et ma mini-analyse marketing, pas piqué des hannetons, elle est savoureuse. Shrek, c'est un test parfait de Lego sur un public internet. Un public qui consomme par mème, par nostalgie et par surprise. Les CMF d'un côté servent à créer le buzz et la collection. Le set build-up de l'autre, il va servir à créer un statement pièce. Et ensemble, ça forme une stratégie en deux temps. D'abord, tu fais entrer la licence dans les mains de gens à petit prix, et ensuite tu vends l'objet premium à ceux qui ont été piqués. Mais il va falloir quand même croiser les doigts, comme on dit, parce que la figurine de Winnie l'ourson, si vous vous souvenez que j'avais anticipé, elle a été quand même une sacrée douche froide pour beaucoup de fans, parce que le visage, on va dire, n'est pas très bien réussi. En tout cas, tous les avis s'accordent à dire que oui, cette Winnie l'ourson, c'était une superbe idée, c'est incroyable, tout est bien fait, mais alors le visage, ils l'ont complètement foiré. Donc on croise les doigts qu'ils ne fassent pas un Shrek qui soit purement dégueulasse. Et enfin, on va rentrer dans la zone grise où l'info existe mais refuse encore de se laisser mesurer. Et là, on va partir dans la full théorie, on va imaginer plein de trucs, on va peut-être partir dans plein de directions où vous allez dire « mais Alexandre, t'as complètement craqué », ça c'est possible. Dans les sets qu'on va se parler, la conversation elle est réelle, les signaux existent, les sources en parlent, mais il manque la chose qui transforme un bruit en produit, les chiffres verrouillés. Le numéro du set, le prix, le nombre de pièces. Tant que ces trois-là ne sont pas posés sur la table, on ne tient pas à un calendrier, on tient plutôt une météo comme ça. Déjà, il y en a un, quand j'ai vu les discussions parler de là-dessus, je me suis dit c'est un fantasme ultime pour une certaine typologie de fans, et ça fait très longtemps qu'on en parle, c'est Dragon Ball. La rumeur qui sent la franchise monstre, mais qui reste sans squelette. Dragon Ball dans l'état actuel, c'est un concept qui circule, un display set qui évoque avec une fenêtre potentielle mais sans détail béton. Et c'est frustrant parce que Dragon Ball, c'est typiquement la licence qui peut faire basculer un public entier, comme One Piece, comme Pokémon. Une licence gigantesque, ultra transgénérationnelle et qui a déjà prouvé qu'elle pouvait vendre des objets collector même à des gens qui n'achètent pas de jouets. Alors, les rumeurs et les bruits de couloir circulent que il est question d'un set orienté exposition et pas d'un petit playset. Le mot display est important. Il suggère que si Lego se lance, il pourrait le faire par la porte adulte, la porte objet 18+, donc. Et ça colle très bien à ce que Lego fait depuis quelques années avec certaines licences. Commencer par un set vitrine, un set symbole, une pièce qui sert d'étendard, ça permet de tester la demande, d'installer une crédibilité et d'éviter de se retrouver coincé à produire une wave complète tout de suite. Ce qu'on peut en déduire côté stratégie, c'est la logique d'entrée. Lego n'a pas besoin de commencer par un set scène d'épisode. Pour Dragon Ball, l'entrée
L'entrée la plus logique, c'est l'icône. Un objet immédiatement identifiable qui fonctionne même si tu ne connais pas toute l'histoire, parce qu'un set display a une mission, être reconnaissable à plus de 3 mètres. Alors à quoi ça pourrait ressembler si Lego choisit cette route iconique? Il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est l'objet universel, une Dragon Ball par exemple, ou plusieurs, mises en scène de manière premium, un display sobre mais puissant qui marche comme un trophée. Le deuxième scénario, c'est le décor sacré, quelque chose comme un petit diorama symbolique, un lieu culte minimal mais chargé de sens. Le troisième scénario, ça serait un personnage en statue, une figurine buildable, une pose iconique, une silhouette qui fait poster. Lego sait faire ça quand il veut que ça devienne une pièce de déco. Sangoku, Sangohan, vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, Dragon Ball est dans le brouillard parce qu'il n'y a pas de squelette chiffré. Mais ce brouillard est intéressant parce que la simple existence d'un bruit display set raconte une logique cohérente avec la manière dont Lego amorce certaines licences. Une amorce par le prestige et pas par le jouet. Et là justement, j'en ai déjà parlé, on va parler d'un autre brouillard, c'est justement le film Marvel Avengers Doomsday qui va être le raz-de-marée. On sait qu'il y aura une vague autour de ces sets, ça c'est plutôt cool et confirmé, mais on n'a aucune idée de à quoi ça pourrait ressembler. Sur Avengers, ce qui circule, c'est pas un set précis, c'est une structure, une idée de wave de 5 à 6 sets évoqués pour octobre, sans numéro détaillé. Et si tu connais un petit peu l'historique avec Lego Marvel, tu sais exactement pourquoi ça ressemble à quelque chose de crédible, mais sans détail. Parce que Lego travaille souvent en vagues synchronisées avec des fenêtres cinéma, mais avec une particularité, il évite de trop révéler. Les sets films sont parfois très prudents sur les scènes, sur les noms, sur les spoilers. Résultat, pendant longtemps, tu peux avoir la taille de la vague, la période et même parfois les prix sans avoir le contenu. Ce qu'on sait donc ici, c'est l'idée d'un pack, plusieurs sets autour d'un même événement. Ce qu'on peut en déduire, c'est l'architecture commerciale. Lego a besoin d'une gamme multi-prix, un petit set accessible, un ou deux sets coup de cœur et un set plus gros qui va servir de locomotive. C'est la logique la plus classique du monde et Marvel est bâti pour ça. Sortir vers octobre-novembre alors que le film sort en décembre, c'est une bonne stratégie. Si on se souvient des sets de Infinity War ou d'Avengers Endgame, ils étaient sortis pareil entre 3 et 4 semaines avant la sortie du film. Sans trop spoiler, mais en tout cas, les éléments créatifs qu'on voyait, c'est-à-dire les costumes, les personnages ou certains décors, étaient basés surtout sur ce qu'on voyait sur les trailers. Lego Marvel, donc, comme je disais, il a 3 types de produits quand il s'agit d'un événement Avengers. D'abord, les véhicules et machines action, même si ce n'est pas toujours la partie préférée des fans, ça donne du volume, ça donne du jeu et ça s'assemble facilement en gamme. Ensuite, les sets plutôt battle modulaire, des petites sections de décors qui s'emboîtent ou qui se collectionnent, c'est très pratique pour faire une vague cohérente sans raconter une scène exacte. Enfin, le vrai carburant, les mini-figurines. Une vague Avengers, c'est souvent une machine à variants, une machine à personnage attendu, une machine à si tu veux cette figurine, il faut ce set-là. Et c'est là que Lego sait créer l'envie sans dire un mot. Mais aujourd'hui, sans aucune info supplémentaire, on peut pas faire mieux que ça. Décrire la forme probable, pas le contenu. Alors après, on pourrait creuser et partir dans 20 milliards de directions en fonction de les rumeurs sur le scénario, sur à quoi ça pourrait ressembler. On sait qu'il y aura les X-Men, on sait qu'il y aura les Avengers classiques, évidemment Doctor Doom, il y aura les 4 Fantastiques, ça se passera entre différentes planètes, il y aura des incursions parce qu'on parle effectivement de la fin du multivers, plein de choses comme ça. Je rentre pas trop dans les détails si jamais vous connaissez pas trop la licence, j'ai pas envie de vous perdre. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est dur d'imaginer à quoi pourraient ressembler les décors, mais vous voyez à quoi ressemblent les Lego Marvel ces dernières années, donc vous pouvez imaginer plus ou moins les différentes gammes, comme je vous l'ai dit. Donc, déjà, si on refait un point, Lego, volontairement ou non, bénéficie de cette zone grise parce qu'elle maintient la conversation. Volontairement ou non, elle transforme des thèmes en attente, des attentes en débat, des débats en wishlist. Et surtout, elle permet une chose, tester le bruit avant de montrer l'image. Dragon Ball, c'est l'exemple parfait. La simple idée de display set lance immédiatement des discussions sur ce que les fans veulent, sur ce qui serait acceptable, sur ce qui serait Lego compatible. Avengers Doomsday, c'est pareil. Parler d'une vague sans détail, ça active le cerveau des fans sans risquer de révéler quoi que ce soit. Et Shrek, c'est la petite étincelle aussi, qui dit la licence peut se décliner à plusieurs niveaux de collectibles en cadeau. En résumé, Lego prépare sa stratégie. Quand Lego sort enfin les visuels, l'audience a déjà fait la moitié du travail émotionnel. Mais on va parler du dernier gros segment, évidemment. Vous inquiétez pas, je l'avais pas oublié, je sais qu'il y a des énormes fans. C'est à quoi pourrait ressembler le prochain UCS sur Star Wars. Bon, on va faire comme si on n'avait pas vu l'image qu'il y avait leak à l'époque, hein, je vous le dis. Parce que oui, il y a une image qui a fuité. Du coup, ça m'a donné aussi envie d'en parler. On va jouer le jeu, on va faire comme si on ne savait pas et on va imaginer à quoi ça pourrait ressembler. C'est le dossier le plus électrique de toute façon. Celui qui ne ressemble pas à une rumeur classique,
parce qu'il y a quelque chose que les fans reconnaissent instantanément, c'est un visuel. D'un coup, tout le monde voit le set, l'imagine, avant même que Lego ne le présente. On sait que chaque année, Lego sort un UCS sur Star Wars. L'année dernière, c'était effectivement l'Étoile de la Mort, et cette année, évidemment, les rumeurs vont bon train, pour un retour peut-être d'un énorme vaisseau iconique. Alors pour les 2-3 du fond, UCS, c'est en gros une gamme d'un objet ultra premium qui est vendu très très cher, vraiment à la masterclass, un peu comme le vaisseau Star Trek que j'ai testé d'ailleurs sur ma chaîne, et du coup les fans en raffolent énormément. En tout cas, les rumeurs commençant vraiment à s'intensifier, ça change le statut psychologique de l'info, parce qu'une image même floue, même partielle, même préliminaire, c'est un déclencheur beaucoup plus puissant qu'un tableau de prix. Ce qu'on peut en déduire en se basant sur la stratégie UCS de Lego, c'est le mécanisme derrière. Un UCS n'est pas seulement un set, c'est un événement retail. C'est une pièce qui structure une saison, qui justifie un budget, qui entraîne des cadeaux, des exclus, des discussions, des comparaisons aussi, des est-ce que je le prends Day One ou pas, et surtout un UCS est rarement gratuit. Lego choisit une icône qui remplit au moins 2 conditions. La première, la silhouette doit être immédiatement reconnaissable. La deuxième, il doit y avoir un potentiel de construction qui donne l'impression d'un vrai saut de niveau. Détails, gribbles, échelles, présence, l'UCS vend de la grandeur, mais aussi de la complexité maîtrisée. Maintenant, comment imaginer ce set sans raconter un film qu'on n'a pas vu? Le fait qu'il y a un visuel qui circule, si bien sûr c'est bien un vrai visuel qu'il n'a pas été fait par IA aussi, c'est que le produit est déjà suffisamment avancé pour exister. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et dans l'univers UCS, Lego travaille beaucoup le display. Une base propre, une plaque, une mise en scène qui dit collector. Donc quel que soit le vaisseau, l'objet final aura cette grammaire. UCS, présence, élégance, angle d'exposition, pensée et un rendu qui doit être photogénique. Parce qu'aujourd'hui, le set UCS ne vit pas seulement dans un salon, il vit dans les photos, dans les vidéos et dans les miniatures. Et donc, potentiellement, on est proche, en tout cas, d'une fenêtre de communication de la part de Lego. L'entreprise verrouille énormément ses produits, ça on le sait. Quelque chose s'échappe, c'est rarement au tout début d'un projet. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, il manque ce qui transforme une image en achat calculé, c'est-à-dire les chiffres. Tant qu'on n'a pas le prix et le nombre de pièces recoupées par plusieurs sources, on ne peut pas mesurer l'ambition réelle. On peut pas être sûr que c'est un UCS, mais pas encore situer son niveau dans la hiérarchie des UCS. Est-ce qu'il sera proche en termes de pièces des derniers? Est-ce qu'il sera, et d'un point de vue étoile de la mort, qui est on va dire maintenant la référence en termes de nombre de pièces et de prix totalement lunaire, est-ce qu'il sera très proche de ça, ou est-ce qu'il sera justement un UCS qui va un petit peu se calmer versus étoile de la mort, il va proposer un truc un peu moins cher? Mais laisse-moi te faire ma mini analyse marketing parce que c'est là que c'est savoureux. Un leak UCS, même subi, sert souvent Lego. Il crée une attente sans que Lego ait à lancer sa campagne. Il teste les réactions, il mesure le bruit. Il laisse les fans faire le travail de chauffe. Débat, comparaison, je le prends ou pas, est-ce que ça va valoir son prix ou pas. Et quand Lego arrive ensuite avec des photos officielles, il n'arrive pas dans le vide, il arrive déjà sur une braise déjà rouge. Et voilà pourquoi j'adore faire ces vidéos avec vous et qu'elle est importante à mon sens. Parce que ça va permettre justement de lire la carte avant que les boîtes n'arrivent en rayon. On a vu 3 étages très clairs. Tout en haut, le tiers A, le béton, Lego qui officialise des portes d'entrée nouvelles, Netflix d'un côté, une culture ultra communautaire, ultra visuelle, pensée pour s'étendre, Tintin de l'autre, un symbole patrimonial, un objet qui devient immédiatement déco, collection émotion, 2 extrêmes. Et pourtant, la même logique, faire des sets qui vivent en dehors de la construction, dans l'image, dans la conversation, dans l'identité. Il y a aussi le tiers B, celui qui sent déjà le plastique neuf sans qu'on ait encore la photo officielle. Les chiffres qui commencent à circuler trahissent la stratégie. Le Tumblr RC montre un Lego qui vend de plus en plus l'expérience, pas seulement les pièces. Star Wars se cale sur ses niveaux du premium jouable coche étagère et le jeu, avec des choix intelligents pour nourrir l'écosystème Mando. Marvel avec les porteurs cherche clairement à s'installer dans la même vitrine mentale que les grands collectors. Tu ne prends pas une scène, tu prends un symbole. Et enfin, on a le fameux tiers C, rien à voir avec les chevaux, où là on est dans le brouillard total et on s'amuse à imaginer et à fantasmer tous ensemble. Dragon Ball qui flotte en mode display sans squelette, donc encore impossible à mesurer, mais déjà très révélateur sur la manière dont Lego pourrait tester une licence gigantesque. Doomsday qui circule comme une vague avant d'être des boîtes, parce que le timing cinéma et l'anti-spoiler imposent une communication en pointillé. Shrek, en tout cas, qui n'a pas encore ses chiffres, mais qui raconte déjà un usage, présence, cadeau, impulsion. Et puis il y a donc ce moment très particulier qui est l'UCS Star Wars, une image qui tombe en toute charge, parce qu'un visuel, c'est une promesse silencieuse, ça fait basculer l'audience dans j'ai entendu dire que vers je vais me projeter. Et c'est exactement là que Lego est le plus fort. Même quand l'info n'est pas complète, l'émotion, elle, est déjà entière. Donc,
Au final, on n'est pas là pour se dire qu'est-ce qui sortira exactement dans les prochains mois. La vraie question plutôt, c'est qu'est-ce que Lego cherche à provoquer chez nous en 2026? Et la réponse commence à se dessiner en tout cas. Plus de licences événements, plus d'objets premium, plus de produits pensés pour la vitrine et plus de petits formats qui entretiennent la conversation entre deux gros chocs. Et peut-être même au détriment de sets plus ou moins playables pour les enfants. Et maintenant, c'est à toi de trancher parce que c'est là que cette vidéo devient interactive. Dis-moi en commentaire 3 choses très simples. Lequel de ces projets te semble le plus inarrêtable en 2026? Tintin, les Porter, l'UCS. Sur Dragon Ball, tu veux voir quoi? Un objet iconique, un diorama, une vraie statue? Et enfin, pour les fans de Marvel, sur Avengers Doomsday, à quoi tu imaginerais pourraient ressembler les sets en essayant de se projeter par rapport à ce qu'on sait plus ou moins des rumeurs sur le film? Et voilà, cette vidéo vient de se terminer, c'était ma conclusion. J'espère que tu as passé un très bon moment ensemble et qu'en tout cas ça t'a fait un petit peu rêver et te projeter. C'était MrBrick et surtout un grand merci à ceux qui activeront la cloche, qui s'abonneront et surtout qui lâcheront un like. C'est hyper important parce que c'est comme ça que les référencements sur YouTube fonctionnent. Et surtout, si vous kiffez ce genre de vidéo de ce format, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire et lâchez votre petit boost sur YouTube avec l'application YouTube sur smartphone. Ça aide énormément les chaînes qui ont moins de 50 000 abonnés. On approche, on a déjà dépassé les 8 000 abonnés. Évidemment, on approche à grands pas les 10 000. Je croise les doigts pour que ça soit cette année où on célèbre tous ensemble les 10 000 et on fera, je pense, quelque chose d'un peu sympa ensemble. Et dernière chose, j'avais oublié, évidemment, merci aux membres soutiens de la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je tente de temps en temps à donner en exclusivité soit des shorts en avant-première ou des grosses vidéos longues. Mais bien sûr, je réfléchis et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez avoir, à peut-être d'autres idées de cadeaux en tout cas ou de petites choses sympas à vous donner en exclu pour les membres. Waouh. C'était MrBrick. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.